Bonjour Jean-Luc Maxence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Quand vous avez commencé la poésie? À 17 ans. Pas avec le talent de Rimbaud, mais à 17 ans. Première publication, La première publication à 18. À 18. C'est de quelle année? C'était, je ne m'en souviens pas. Je suis assez peu orgueilleux, je ne m'en souviens pas. C'était où? C'était chez Segers. Comment vous écrivez vos poèmes? Comment j'écris mes poèmes? Un peu par hasard, un peu par intuition. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Pour avoir l'air plus intelligent que les autres, je vais dire que c'est par envie, par désir, bien sûr. Les auteurs, les artistes qui vont marquer ou... Oui. Rimbaud, avec le mythe de Rimbaud. Anna de Noailles, personne ne connaît. Anna de Noailles, une poétesse romantique et mondaine et intéressante. Nous n'aurons plus jamais l'âme de ce soir. C'est magnifique. C'était une mondaine curieuse du siècle dernier que plus personne ne connaît et qui a pourtant un poète d'aujourd'hui chez Segers. Mais bon, Segers était au courant de tout. Donc, une femme curieuse, bizarre, un peu salonnable, mais quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? La poésie actuelle francophone est un peu trop politique. Mais elle est belle, elle est magnifique. Un poème de Salas-Sétier, ça vaut la peine. C'est rarement médiocre. Elle est combattante, elle est explosive, mais elle est un peu salonnable. Elle ressemble un peu à Anna de Noailles. La traduction. La traduction, c'est très difficile. Traduire de la poésie, c'est quasiment une impossibilité. Il faut traduire la poésie pour le contenu, mais c'est quasiment impossible. Moi, j'aime tellement mieux entendre un poème dans la langue du pays, de la nation. Pas de l'extrême droite, hein, de la nation. Voilà. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Oui. Pour mieux se comprendre. Et pour mieux comprendre pourquoi l'orgueil humain. Ça, c'est intéressant. Vous participez au marché de poésie depuis assez Oh là, longtemps. depuis... Est-ce que vous pouvez parler un petit peu depuis de ses débuts? Je ne sais pas si vous avez quelques Oui, anecdotes. oui, bien sûr. Il y a eu quelques grands poètes, parmi eux André Laude, Franck Venaille, qui étaient des poètes très, très proches, très amis, mais vraiment d'une amitié, pas d'une amitié de salon, mais une amitié de poème. C'est très différent, très, très différent. Une amitié de salon. Bon. Ça n'a pas grand intérêt. Surtout dans le cadre d'un marché de la poésie. Mais il y a eu des grands poètes qui étaient là. Je ne sais pas lesquels, mais des très grands. Très grands dans le sens de l'universalité, dans le sens des bras larges, pas du petit,
des petits mots étriqués et peu avoués. Voilà. C'est une belle initiative, le marché de la poésie. Dans tous les pays, on retrouve ça. Et ça, ça vaut la peine. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et j'ai retrouvé l'équivalent du marché de la poésie à peu près partout. C'est magnifique. Après les créations d'ici. Oui, oui, oui. Ah oui, la poésie française est quand même très belle. J'ai beau être français, je le dis derrière un mur, mais je le dis clairement. Vous êtes éditeur aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre maison d'édition, quand vous avez Alors, créé, comment vous choisissez vos œuvres? Mais pour être éditeur de poésie, il faut être fou. Il faut être bon pour l'asile. L'asile, bon. Parce qu'on ne fait pas fortune. Par contre, on fait fortune de l'âme. Faire fortune de l'âme, c'est très intéressant. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai connu très très jeune. Alors je sais bien que c'est une phrase un peu galvaudée, mais j'ai connu très jeune Segers. Et Segers avait la particularité d'être à la fois un éditeur et un poète. Et ça, c'est rare. En général, un éditeur est un banquier, n'est pas un poète. On ne peut pas considérer les éditeurs de poésie comme le producteur de films, je pense pas. Non. C'est producteur Non. de films qui gagnent Non. l'argent, c'est pour l'argent. Non. Investisseurs, ils sont. Oui, ils se font du pognon. Comme on dit, les éditeurs de poésie sont investisseurs de l'âme. Oui, on va dire ça. J'aime bien l'expression. C'est votre expression que j'ai repris. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien. Non, on ne peut pas considérer un producteur d'un film comme un producteur d'un recueil de poèmes. C'est moins dangereux. Quoi qu'il y a des recueils de poèmes dangereux. Ça peut arriver. Quand j'ai publié Salah Sétier, puisque j'ai eu la chance d'être publié dans la revue, ou Salah que l'on connaît les deux, à l'Abdani, je savais que je prenais un petit peu de danger par rapport à l'image que l'on avait de moi comme éditeur tranquille. Celui qui prenait du recul et qui ne prenait pas beaucoup de risques. Là, je risquais de recevoir une bombe. Injuste, mais une bombe. Et j'ai bien aimé ce risque-là. J'aime bien. Mais j'aime bien parce que j'ai pas reçu la bombe. Pas parce que je l'aurais reçu. J'aurais eu un attentat dans ma maison d'édition, c'était terminé. J'avais une telle trouille que j'étais capable de ne plus publier de recueil de poèmes sous couleur politique. Non, j'ai pas eu d'attentat. Ah oui. J'aurais eu un attentat. J'aurais renoncé tout de suite. Je ne suis pas très courageux. Il ne faut pas le dire nulle part. Mais je ne suis pas très courageux. La vie ne rend pas courageux. La vie rend un tout petit peu désespéré et protégé. On parle de la poésie actuelle contemporaine, qu'il est en décadence ou bien en agonie. Est-ce que vous partagez cette approche ou... En fait, dans le monde entier, on parle que la poésie vraiment devant le capitalisme surtout. Oui. De toute façon, ce n'est pas de la poésie dont on parle qui est la plus intéressante. La poésie dont on parle est souvent une occasion de montrer qu'on est en rébellion. On ne sait pas trop contre quoi, mais c'est pas la poésie dont on parle qui est la plus intéressante.
c'est peut-être celle que l'on cherche et que l'on ne trouve pas tout de suite. Moi, je crois ça. C'est facile de dire ça quand on est éditeur, parce que, évidemment, on se met les mérites à soi. On laisse entendre que nous, évidemment, on a publié le mieux. Et c'est pas vrai, c'est pas souvent pas vrai. On publie ce qui rassure, ce qui nous fait croire qu'on est dans un monde respirable. Or, on est dans un monde irrespirable. Faut pas le dire. Faut surtout pas le dire. Vous allez avoir plein d'ennuis. Mais si vous commencez à dire qu'on est dans un monde irrespirable, on est foutu. Vous risquez de tomber sur un mauvais poète qui fait de la politique aérienne. La politique aérienne, pas grand intérêt. C'est fait pour les présidents de la République, des républiques bananières. C'est pas passionnant. Il y a des grands poètes politiques. Il y en a des grands. Et c'est pas toujours ce que l'on imagine. Je pense à Aragon. Aragon est quelqu'un de profondément décevant. Pour des raisons qui ne m'intéressent pas, je l'ai vraiment connu et je peux dire qu'il est sans intérêt. Pas ses idées. Pas ses idées. Ses idées sont intéressantes. Il en restera plein de choses. Mais le bonhomme, je ne sais pas s'il aurait mérité d'être là. Je ne sais pas. Je l'aurais édité, peut-être, pour ses plus beaux poèmes d'amour. Mais c'est même pas sûr. Je serais peut-être passé à côté. Il m'aurait énervé. Il était très bourgeois, très en défense de tout, en admiration de les Triolet dont il avait fait un mythe, Y-T-H-E en français. Vous l'avez connu personnellement? Oui. Et les autres poètes que vous avez connus personnellement qui ne sont pas en vie en ce moment-là? Il y en a un qui m'a laissé un souvenir étonnant, que j'ai rencontré dans un café pendant 20 minutes. 20 minutes, c'est pas long. Comme vous, donc c'est vraiment pour la frime. Excusez-moi d'avoir dit ça, mais c'est Henri Michaud. Henri Michaud m'a beaucoup impressionné. Pourquoi, je ne saurais pas dire. Parce qu'il avait l'air de dire toujours une confidence sur le monde. On avait l'impression qu'il vous soufflait à l'oreille l'explication du monde. Formidable. Ça, c'est formidable. Et il n'y avait que lui qui faisait ça. Et ses poèmes sont un peu comme ça. Quand on lit un poème de Michaud, on a une autre lecture que René Char. René Char m'emmerde. Terrible. Mais on n'a pas le droit de dire que René Char nous emmerde. On peut dire que ce sont les avis personnels. Oui, mais quand même, c'est mal perçu. On se dit, ce petit con de Maxence, il n'aime pas René Char, bien sûr. On le sait depuis longtemps. Parce que, pourquoi? J'essaye d'expliquer pourquoi. Parce qu'il trouve une formule qui explique le monde. Comme un verrou. Comme un... Passe-partout. Oui, un passe-partout. Et il se trompe parfois. Il confond un guéridon avec une explication du monde, une philosophie. Il confond le guéridon cassable, qu'on peut renverser, avec la philosophie. C'est quand même pas pareil. Même si, quelle que soit la philosophie auquel on croit. Pas pareil.
Tandis que Michaud, c'est l'inverse. Michaud, il fouille comme un rat. Il a quelque chose de sartrien, Michaud. Si j'avais le talent, mais je ne l'ai pas, j'écrirais un livre sur Michaud. Maintenant que j'ai lu un peu plus, pas beaucoup, mais un peu plus, c'est intéressant, Michaud. Merci beaucoup. De rien, vraiment de rien. De rien du tout. Je vais vous lire un poème politique et racontant. C'est dédié à Claude Chirac, la fille de notre ancien président de la République. Fière et souriante comme l'été, vous gardiez la tristesse aux yeux, celle des sombres labeurs. Vous persistiez à m'appeler docteur. Je n'étais que poète. Vous me parliez de droguer à droguer, d'Élysée à conquérir, de votre père et de ses rêves, de ceux qui trahissent dès les premiers nuages. Vous persistiez à m'appeler docteur, je n'étais que poète. Un autre petit, le plus court possible, parce que c'est le plus agréable à écouter. Ah, j'hésite quand même. Ça ne doit pas être si bon que ça. Ma vie était déjà un pèlerinage sans filet. De personne. Je n'avais peur, sauf de moi-même. Quand Mouloudji chantait sa romance de barde, et Danimark la mort des fusils et des guerres. Marcel vendait la soirée du Coca-Cola aux poètes, aux troubadours du siècle futur. Et je n'avais pas un franc en poche, et mes poèmes ne valaient pas un radis. Rue de Bourgogne et de mélancolie, Aragon me draguait devant les caméras de l'histoire. J'avais un rayon de soleil à la pointe du regard, quand sa vieille main de vieillard parodiait l'amour et le sacrilège. J'étais un jeune gardien d'égrégore, capable de tout rêver d'avance, de toutes les couleurs. Ma belle dame chantait, et je ne savais même pas son nom. Il n'était pas temps de la connaître et de l'aimer. Je ne pouvais pas savoir l'avenir de ses cheveux blancs et les effets de sa guitare dans mon corps d'adolescent. Expliquez-moi, grand Dieu, la dernière escale et le bruit formidable de la première vague quand nous nous revîmes 10 ans après, et j'en rougis encore comme un petit dieu pan maladroit sous l'impudeur du soleil. Expliquez-moi, grand Dieu, l'éveil et l'initiation, et la perfection que je n'ai pas, dès que tes yeux sévères me regardent. Notre chant n'en finira jamais de mourir. Ne t'en va pas. Le printemps se fait attendre trop cette année. Ils ne nous auront pas, oh mon amour, ne t'en va pas. Le monde est encore trop petit pour nous deux. Je ne sais toujours pas conduire, tu sais. Jamais je n'irai au paradis les yeux grands ouverts. Mais pour toi seul, je tuerai à l'aveugle quand tu voudras et te fera un trop grand sourire. Et nous irons ensemble inventer demain au Spirit Bar, accoudés au bar des amis, comme on retrouve une vieille rengaine triste. Ne t'en va pas, ma toute blanche, ma secrète, ma petite musique perdue. C'est gentil. 6 mars 2015. Encore une dernière? Pardon? Encore une dernière? Oui. Voilà. Alors un poème très court que j'aime bien, pour l'estomac, je te rassure, je n'en manque pas. C'est pas mal ça. Pour l'estomac, je te rassure, je n'en manque pas. Merci beaucoup. De rien. De rien.